C'est bon, tu as paramétré ta salle? Oui, okay. Oui. On va se changer, sinon... Voilà, bonjour à tous. Il est 11h30 et je suis Thierry Bouin, l'animateur de la salle Business et Décision du Salon Data. Et je laisse la parole à Guillaume Sopin pour une histoire accélérée de l'intelligence artificielle qui va du baron de Napier à Yann Lequin. Donc, à vous, Guillaume. Oui, bonjour à tous. Merci d'être venus assister à cette conférence, effectivement, sur une petite aperçu rapide de l'histoire de l'intelligence artificielle. Donc, le but de cette conférence, le message que je voudrais faire passer, c'est que effectivement, les méthodes qu'on utilise dans l'intelligence artificielle sont des méthodes finalement qui sont connues des hommes depuis assez longtemps. On peut remonter assez loin dans le temps. Et l'autre message aussi, c'est qu'effectivement, l'intelligence artificielle, c'est pas si compliqué que ça. Et derrière un peu le buzzword, finalement, on utilise en toute fin, des moyens mathématiques qui sont bien connus et qui sont finalement pas si complexes que ça. Donc initialement, j'avais l'intention de vous présenter ça sous l'ordre chronologique, donc en partant du baron de Napier, puis en parcourant quelques figures un peu emblématiques du monde de l'intelligence artificielle et des mathématiques, mais finalement j'ai décidé de le faire en sens inverse. Donc on va partir de Yann Lequin et puis un peu des réseaux de neurones et remonter dans le temps pour voir à quel moment sont nés un peu les concepts clés en mathématiques qui permettent de faire ce qu'on fait actuellement. Donc pour ça, je vais revenir donc rapidement sur Yann Lequin et surtout sur les réseaux de neurones, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, c'est un peu l'outil mathématique de référence, un peu emblématique de l'intelligence artificielle. Donc le réseau de neurones, c'est quelque chose qui est un outil mathématique ou un outil informatique qui est basé sur la biologie, sur le fonctionnement du cerveau humain, et qui est finalement assez simple. Hein. L'idée, c'est que on va avoir un neurone qui est connecté à d'autres neurones en entrée. Les neurones qui sont en entrée vont donc avoir un signal qui va être sommé et multiplié par un poids
du neurone suivant, et la somme, enfin le résultat de cette somme et de ce produit avec cette pondération va passer à travers une fonction qu'on appelle une fonction d'activation et qui va nous sortir un certain résultat. Donc l'intérêt du réseau de neurones, c'est que finalement mathématiquement c'est assez simple, hein, grosso modo c'est donc une somme pondérée et le passage à travers une fonction. Et l'autre intérêt, c'est que c'est un approximateur universel, c'est-à-dire que un réseau de neurones est capable d'apprendre à peu près n'importe quoi pour peu qu'il soit configuré correctement. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez lui donner le côté d'un carré, il va être capable d'apprendre à calculer le carré de ce côté, donc c'est-à-dire de calculer la surface du carré. On peut lui passer des fonctions, des données en entrée qui soient beaucoup plus complexes, comme des images, etc. Il va être capable, par exemple, de générer des images comme dans des réseaux de neurones adversariaux. Il va être capable aussi de faire de la classification, donc apprendre à reconnaître un animal, un chien, un chat, des personnes suspectes, etc. Tout ça assez facilement. Et avec un modèle mathématique derrière qui est toujours finalement assez simple. Donc, qu'a fait Yann Lequin, quelles sont ses contributions dans ce domaine-là? Déjà, il a diffusé et propagé l'idée de la rétropropagation de l'erreur du gradient, qui est une méthode justement qui permet d'entraîner les réseaux de neurones. C'est justement la difficulté des réseaux de neurones, c'est que les réseaux de neurones peuvent être assez gros et du coup il y a pas mal de paramètres à définir pour faire cet apprentissage. Donc avec la méthode de rétropropagation de l'erreur qu'il a généralisée, on est capable de faire ça assez facilement, sous réserve d'avoir la bonne puissance de calcul. Il a travaillé aussi sur les réseaux convolutifs, c'est-à-dire que ça, c'est des réseaux de neurones qui sont basés sur une idée simple qui existait déjà avant dans le domaine du traitement de l'image et qu'on faisait avant les réseaux de neurones à la mano, c'est-à-dire qu'on fait passer un masque sur l'image et ces masques sont de différents types. Il y a des masques qui viennent détecter par exemple les coins, des masques qui vont détecter les arêtes, des masques qui vont détecter certaines couleurs, des masques qui vont détecter des zones floues, etc. Donc c'est ce type de filtre et de masque, c'était connu avant, c'était les filtres de Canet, de Sobel, de Rich, etc., où ils transformaient de ouf. Et à partir de ces différents filtres qu'on faisait passer sur les images, on extrayait des features et qui après nous servaient à identifier une maison, un chat, un chien, etc. L'idée des réseaux de neurones, c'est qu'on fait exactement, enfin les réseaux de neurones convolutifs, on va faire la même chose, simplement la construction de ces masques, le choix des valeurs des poids qui vont s'appliquer pour ces masques-là, tout ça et la sélection des features va se faire de manière automatique à travers le framework qui est proposé par les réseaux de neurones. Donc voilà un petit peu rapidement ce qu'on fait au niveau de l'intelligence artificielle actuellement, quel est un peu l'état de l'art. Donc finalement, c'est des choses qui sont assez simples. Et on va remonter donc petit à petit dans le temps, voir jusqu'à quel moment on serait plus capable de faire ça. Et à savoir que la question clé pour l'apprentissage de ces réseaux de neurones, la rétropropagation du gradient, c'est justement la capacité pour une fonction donnée, être capable de calculer sa dérivée, de voir comment une variation en entrée va avoir un impact sur l'erreur en sortie. Donc si on remonte un petit peu dans le temps, une figure un peu emblématique de l'intelligence artificielle, c'est John McCarthy, qui est l'inventeur du Lisp. Donc un langage de programmation qui est associé à l'intelligence artificielle et qui a un petit peu disparu quand il y a eu le premier arrivère de l'intelligence artificielle. John McCarthy, c'est un élève de Princeton qui a travaillé à Princeton et au Caltech, qui a donc développé ce langage de programmation, le Lisp, qui permet de faire des choses assez puissantes et qui est notamment un langage de programmation qui est capable de se programmer lui-même. C'est un langage qu'on appelle homo-iconique, dans le sens où en fait les données qui manipule sont aussi les données qui décrivent le programme. Donc, il est capable de s'altérer et ça, c'était assez important pour faire des programmes qui aient une forme d'intelligence. C'est aussi avec ce langage-là qu'on a créé la première intelligence, je dirais, conversationnelle avec le programme ELISA, qui en fait se comportait comme un psychothérapeute rogérien, c'est-à-dire grosso modo les psychothérapeutes chez qui on va, et à chaque fois qu'on parle, ils répondent par une question et ça entretient la conversation comme ça. Donc ça, c'était une première forme d'intelligence qui a été développée par le Lisp. John McCarthy a eu aussi un impact assez intéressant dans le domaine de l'intelligence artificielle sur une méthode qu'il a développée, qui est la méthode alpha-beta, qui est une méthode qui permet dans les jeux de créer des intelligences qui permettent de jouer contre des humains. Donc ça peut être typiquement des
des jeux, enfin des programmes pour jouer aux échecs ou jouer aux jeux de Go. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on va explorer toutes les possibilités de coûts pour les étapes suivantes d'une partie, et on va les éliminer de manière un peu intelligente en découpant un arbre suivant son principe d'élagage qu'il appelle alpha-bêta. Et c'est toujours le même genre de technique qui est utilisé, par exemple, dans AlphaGo, quand ce programme a battu le meilleur joueur de Go. Voilà, donc là, on est rendu à peu près dans les années 70, donc on a toujours à peu près les outils pour faire ce qu'on fait actuellement. Les connaissances sont suffisantes. Si on monte un peu encore dans le temps, ou à peu près à la même époque, on a une autre figure aussi emblématique de l'informatique, alors qui n'est pas directement liée à l'intelligence artificielle, donc c'est Margaret Hamilton, mais qui a quand même beaucoup travaillé sur tout ce qui était génie logiciel. Donc c'est-à-dire que les programmes d'intelligence artificielle reposent sur des couches logicielles de plus en plus complexes, depuis le très bas niveau sur les calculs sur GPU jusqu'aux algorithmes de plus haut niveau qui permettent de définir par exemple des réseaux de neurones. Pour s'assurer que tout ça fonctionne correctement, il faut effectivement des méthodes de génie logiciel qui soient bien abouties. Donc c'est elle qui a mis en place un peu tout ça, qui a d'ailleurs créé le premier laboratoire de software engineering au MIT, qui l'a dirigé. C'est elle qui a inventé d'ailleurs le terme, et c'est elle qui a théorisé un peu toutes les pratiques qu'on utilise actuellement dans des logiciels comme GitLab, d'intégration continue, de tests, de développement continu et d'analyse syntaxique des codes, de vérification de la bonne qualité du code produit. Elle a aussi travaillé sur des concepts un peu temps réel qui sont aussi intéressants dans le domaine de l'intelligence artificielle quand on vient à parler d'intelligence artificielle qui pilote des véhicules. Voilà, celle aussi donc, qui a mis en place ces concepts de priorité, et notamment qui ont été utilisés pour la mission Apollo 11, durant laquelle justement le mécanisme qu'elle avait mis en place d'interruption, donc qui permet de prioriser les calculs et de s'assurer qu'un processeur de calcul, même en cas de surchauffe, quand il est sursollicité, va justement savoir quelles sont les choses qu'il doit réaliser en priorité, et s'assurer que tout se passe bien. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour la mission Apollo 11, où 3 minutes avant l'alunissage, il y a eu un problème, le processeur a été surchargé en calcul, et grâce aux méthodes qu'elle avait mises en place, eh bien, on a pu effectivement se focaliser sur les bons calculs et garantir le bon atterrissage. Voilà. On remonte encore un petit peu dans le temps. Donc là, vous voyez encore une femme. Alors, c'est à dessein que j'ai choisi de mettre en avant des femmes pour avoir à peu près un équilibre entre hommes et femmes sur les personnages que je vais présenter. Mais c'est aussi parce qu'en fait, avant les années 80-90, les femmes étaient assez présentes dans le domaine de l'informatique. Et il y a eu un peu un changement dans la culture populaire avec l'image du geek qui était plutôt un homme qui s'est installé à partir des années 80-90 et où du coup, ça tarit un petit peu les vocations féminines dans le domaine de l'informatique. Mais ça revient actuellement. Donc vous verrez qu'il y a pas mal de femmes qui ont un rôle assez important là-dessus. Donc c'est le cas de Grace Hopper, qui elle était une mathématicienne qui a fait sa thèse à Yale en 1934, qui était vraiment une pionnière dans le domaine et qui a notamment créé le premier langage de programmation compilé, donc le COBOL, qui est toujours utilisé de nos jours dans les gros systèmes bancaires et qui a été pour lequel on a cherché beaucoup de développeurs dans les années 2000. Notamment pour le fameux bug de l'an 2000. Donc c'est quelque chose qu'elle a inventé, je crois, dans les années 50 ou 56, quelque chose comme ça, et voilà, qui un demi-siècle plus tard, même un peu plus, c'est toujours utilisé. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est essentiel pour l'intelligence artificielle, parce que tout ce qui est lié à la programmation, à la compilation, ça permet qu'on ait des calculs qui soient performants. L'idée de la compilation, c'est de transformer un langage de programmation en des instructions qui soient compréhensibles par une machine. Et vu les volumes de données et les volumes de calculs qu'on réalise dans le domaine de l'intelligence artificielle, si on n'avait pas ces outils très performants de compilation qui permettent de traduire des concepts de très haut niveau comme ceux qu'on exploite dans le domaine de l'intelligence artificielle pour les rendre calculables par une machine qui finalement fait que des opérations binaires, sans ça, on ne pourrait pas réaliser tous ces calculs. Donc voilà pour Grace Hopper. Là, on va arriver à un moment donc encore plus en amont, où là, on est sur Jane Bartik, qui est la première personne à avoir programmé un ordinateur réel. Donc là, on arrive au moment de la rupture, ou au moins, sur le point de vue conceptuel, on peut toujours faire de l'intelligence artificielle, mais avant cette personne-là, sur le point de vue technologique, on n'avait pas d'ordinateur. On pouvait, vous verrez,
parce que je montrais dans les slides suivantes qu'on pouvait quand même faire une sorte d'intelligence artificielle sans ordinateur avant. Et voilà, il y a eu des chercheurs et des scientifiques qui l'ont fait par le passé sans ordinateur. Mais voilà, là, on arrive au moment de rupture. Et donc, cette personne, Jane Bartik, donc ça a été la première à programmer donc l'ENIAC, hein, le premier supercalculateur, enfin même ordinateur tout court, qui était à disposition des humains. À savoir qu'à l'époque, la programmation de cet appareil-là se faisait en branchant des câbles, hein. Donc on le connectait, enfin on le câblait d'une certaine façon et puis il pouvait réaliser seulement l'opération pour laquelle il avait été câblé. Ce sur quoi elle a travaillé et qui était très pionnier, en plus de mettre en place toutes les méthodes de programmation qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire tout ce qui est routine, fonction, boucle, etc. Voilà, ça a été inventé par elle et le groupe de personnes qu'elle dirigeait. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a travaillé avec von Neumann donc un peu le père de l'architecture moderne des ordinateurs, et notamment elle a travaillé sur le fait de stocker le programme lui-même dans la mémoire de l'ordinateur. C'est-à-dire qu'au lieu de câbler l'ordinateur pour qu'il fasse une tâche, ce qu'on faisait, et puis qu'il stocke les résultats dans une mémoire, là ce qu'on a fait, c'est que, enfin ce qu'elle a fait avec von Neumann, c'est qu'elle a transféré le programme dans la mémoire, et du coup, c'est devenu beaucoup plus facile de faire évoluer l'ordinateur pour lui faire faire quelque chose d'autre. Et c'est aussi, bien sûr, un concept qui est essentiel dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que finalement, on va avoir une machine qui est capable de modifier son propre fonctionnement sans action extérieure, quoi. C'est simplement en modifiant son état qu'elle va pouvoir modifier son comportement. Donc ça, c'est effectivement un élément clé aussi des domaines de l'intelligence artificielle. On remonte encore dans le temps, toujours avec une femme. Là aussi, cette fois-ci, on n'a plus d'ordinateur, mais on avait quand même des machines mécaniques qui essayaient ou qui se rapprochaient des ordinateurs, notamment celle de Charles Babbage sur ce qu'il appelait la machine analytique. Et donc, cette machine a été programmée dans les années 1830 par Ada Byron, donc la fille du poète Lord Byron, qui avait été poussée vers les mathématiques par sa mère, qui était déjà qui était une dilettante assez éclairée sur le sujet, mais qui avait décidé aussi de pousser sa fille sur les mathématiques pour éviter qu'elle soit comme son père, qui ne s'était pas comporté de manière tout à fait acceptable avec elle, et qui était plutôt un littéraire. Donc elle l'a poussé un peu à faire ce type d'études, et effectivement, elle a été très, très douée dans le domaine, et elle a rencontré assez jeune, à 17 ans, je crois, Charles Babbage, avec qui elle a travaillé donc, sur cette machine analytique, et notamment avec qui elle a fait un premier programme. Voilà, donc à l'époque, au 19e siècle, on avait déjà avec ce genre de machine la capacité de faire des calculs assez simples. Là, on retrouve un petit peu le premier script du programme qu'elle a écrit, et c'est exactement les concepts qu'on utilise actuellement, à savoir, elle définit des variables, des opérations sur les variables, et elle obtient en sortie les résultats du calcul. Donc là, c'est aussi une figure emblématique de l'informatique et indirectement de l'intelligence artificielle. Et voilà, et à ce moment-là, toujours d'un point de vue conceptuel, on a déjà les connaissances pour faire de l'intelligence artificielle. Si on remonte encore un petit peu dans le temps, alors là, on tombe sur le cas de Gauss. Donc là, on est, Gauss, il est né en 1777, il est mort en 1855. Donc on est sur le 18e siècle, on est face à quelqu'un qui est très connu dans le domaine des mathématiques, qui était issu d'un milieu quand même assez modeste. Son père était jardinier, il faisait des petits boulots, et sa mère était femme de chambre. La légende dit qu'à l'âge de 3 ans, sans que personne lui ait appris à calculer, il corrigeait les erreurs de calcul de son père, qui avait un petit job de comptable à ce moment-là. Et il était brillant à tel point que quand il a eu, à l'âge de 11 ans, son intelligence et ses compétences étaient tellement étonnantes que le duc de Brunswick, qui était un prince de la famille royale allemande, a demandé à le rencontrer pour voir et discuter avec lui pour rencontrer un peu ce prodige. Et suite à ça, il a d'ailleurs décidé de financer ses études, et ce sera un soutien financier pour Gauss pendant toute sa vie, enfin, en tout cas pendant toute la période où le duc de Brunswick, qui était un peu plus âgé, était vivant. Et donc Gauss, qui était très brillant, s'est orienté vers les mathématiques suite à
le traçage d'un polygone régulier à 17 côtés, qui est un problème mathématique assez complexe, qu'il avait réussi à résoudre tout seul et dont il était assez fier. Et c'est un peu ça qu'il a décidé à basculer vers les maths. Et ce qui est intéressant avec lui, moi je le considère un peu comme le premier data scientist parce que il a en 1800 réussi à calculer la trajectoire de la planète Cérès, donc qui était une planète dont on pensait qu'elle faisait partie du système solaire, mais on n'en était pas tout à fait sûr. On avait des observations qui avaient été faites par des astronomes et elle est sortie du champ de vision de la Terre et on la voyait plus. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a soumis le problème à Gauss, qui était quand même assez jeune, parce qu'en 1800, il devait avoir dans les 23 ans, quelque chose comme ça. Et il a eu une approche qui est vraiment l'approche du data scientist, c'est-à-dire qu'il a cherché un modèle. Donc le modèle qu'il a utilisé, c'était des courbes pour les ellipses, donc des cubiques et des quadratiques. Et il avait le problème de devoir les paramétriser, donc c'est le problème qu'on retrouve avec les réseaux de neurones, c'est-à-dire qu'il faut trouver les bons coefficients pour son modèle. Et donc, il avait les mesures qui avaient été faites par les observateurs, il avait son modèle et il a développé une méthode qui est la méthode des moindres carrés pour essayer de minimiser l'erreur entre les mesures et son modèle. Et donc, il a fait cette première approche de data scientist où, avec sa méthode, les données et son modèle, il a convergé vers la bonne trajectoire, enfin le bon modèle, et il a été capable de prédire la position de la planète quand la planète Cérès, quand elle redeviendrait visible depuis la Terre. Et donc, il a dit, telle date, je ne sais plus quand exactement, en 1801, à tel endroit du ciel, vous verrez apparaître la planète. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc là, ça a eu un énorme écho dans toute l'Europe. Il est devenu voilà, très jeune et très connu tout de suite grâce à ce travail, qui était vraiment, voilà, que je trouve emblématique et qui est vraiment très proche de ce qu'on peut faire, un data scientist au quotidien. Alors, il n'a pas fait que ça. Gauss, évidemment, c'était un mathématicien qui a fait beaucoup de choses et dont on utilise beaucoup de ses trouvailles dans le domaine de l'intelligence artificielle. On peut citer par exemple tout ce qui est gaussienne, qui porte son nom, qui sont des courbes de distribution de probabilité et qu'on utilise beaucoup dans toutes les approches statistiques et probabilistes, mais aussi dans les réseaux de neurones, dans tout ce qui est SBM, le support vector machine, et tout ce qui est radial basis function, etc. Donc tout ça est basé sur ces travaux de l'époque. On peut citer aussi tout ce qui est les méthodes de quadrature qu'il a utilisées aussi, qui sont utilisés aussi dans les méthodes par éléments finis, etc., qu'on peut retrouver dans la simulation. Voilà pour Gauss, je pense que j'oublie rien sur lui. Alors on remonte encore dans le temps, donc là il faut voir qu'on arrive à la période de l'heure, donc on est au XVIIIe siècle, il est né en 1707 et il meurt en 1783. On a toujours sous la main les outils mathématiques qui nous permettent de faire ce qu'on fait avec les réseaux de neurones. Voilà, c'était possible à cette époque-là, il manquait la puissance de calcul, mais on pouvait le faire. Alors, Euler, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un travailleur infatigable. On a commencé dans les années, au début du XXe siècle, en 1900, à archiver, à traiter de manière un peu systématique toute sa production mathématique. Et on en est pour l'instant rendu à 90 tomes de 450 pages. Sur des travaux qu'il a pu mener, et je crois qu'on n'a pas tout à fait terminé encore. Et il faut ajouter en plus à ça le fait que sur les 35 dernières années de sa vie, où il était toujours aussi prolifique, il était borgne, et sur les 22 dernières, il était carrément aveugle. Et malgré ça, il est resté un infatigable travailleur et contributeur au monde mathématique. Et le fait qu'il soit devenu aveugle, d'ailleurs, c'est assez amusant parce que ça ne l'a pas tellement ralenti. Ce qui s'est passé, c'est que tous les calculs qu'il avait l'habitude de faire sur papier, finalement, il s'est mis à les faire de tête. Et c'est devenu un excellent calculateur qui était capable de sortir de tête des calculs assez complexes. Pour donner une idée un peu de sa force de travail. Donc, on lui doit aussi énormément pour les mathématiques modernes et donc indirectement pour l'intelligence artificielle, parce que c'est lui qui est à l'origine de la notation moderne des mathématiques. Donc là, j'ai mis sa formule bien connue, I plus 1 égale 0. Donc on retrouve E pour l'exponentielle, c'est lui qui a introduit la lettre. EI pour les imaginaires, c'est lui aussi qui a choisi qui a généralisé cette convention et qui l'a rendue utilisée par tous. Et pi pour le nombre pi.
Donc, on lui doit ça. On lui doit aussi le concept de fonction. C'est-à-dire que avant, les fonctions, ça n'avait pas la forme qu'on connaît actuellement. C'est-à-dire que c'est lui qui a vraiment défini qu'une fonction, c'est quelque chose qu'on applique à un objet X et qui donne une sortie Y. Et donc, ça, c'est vraiment en informatique, c'est la base. Hein, tout est écrit à base de fonctions. Donc, c'est à lui aussi qu'on doit ce concept-là, qui est un concept mathématique, mais qui se traduit directement en informatique. C'est aussi le fondateur de la théorie des graphes, hein, donc avec le problème des ponts de Königsberg, que je citais aussi tout à l'heure, qui a été réutilisé ensuite dans AlphaGo et par John McCarthy. Donc voilà, avant lui, ça n'existait pas. Mais voilà, c'était déjà présent. Donc déjà à cette époque-là, on pouvait tout à fait, hormis la puissance de calcul, mais faire ce qu'on fait d'un point de vue purement conceptuel. Ces graphes, c'est utilisé aussi dans des algos d'intelligence artificielle de type Random Forest, XGBoost, etc. Et il y a une autre contribution qui est aussi très intéressante, c'est le calcul de l'exponentielle. Donc, toutes les fonctions qu'on utilise en informatique ça paraît simple quand on les utilise, on veut un sinus, un cosinus, boum, ça se calcule automatiquement. Mais en fait, derrière, il y a des méthodes pour pouvoir les calculer efficacement, de manière rapide. Et si on part de la définition, par exemple, de l'exponentielle qui avait été imaginée par Bernoulli et qu'on applique la formule de base, en fait, c'est très très long de calculer l'exponentielle d'un nombre. Donc Euler, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a proposé une nouvelle formulation de l'exponentielle sous forme factorielle, dont j'ai mis l'expression en dessous, et qui permet de la calculer très rapidement et de converger en peu d'itérations vers un chiffre qui soit précis et juste. Et d'ailleurs, à l'époque, je crois qu'il s'était amusé à calculer les 16 ou 20 premières décimales, ce qui, avec la formule antérieure de Bernoulli, aurait pris un temps fou, alors que lui, finalement, c'était pas mal de calculs, mais il s'en est sorti quand même assez rapidement. Donc voilà, un autre point sur lequel il a contribué et ses travaux sont utilisés tous les jours et sont implémentés dans les fonctions de base de quasiment tous les programmes. Voilà. Donc, on arrive là maintenant au tournant. Hein. Tout à l'heure, on a eu la rupture un peu technologique avant laquelle c'était un peu difficile de faire de l'intelligence artificielle si on n'avait pas la puissance de calcul. Là, on arrive au moment où conceptuellement, avant cette période-là, donc avant Newton, on n'était pas capable de faire de l'intelligence artificielle parce qu'on n'avait pas les connaissances mathématiques nécessaires et notamment tout ce qui porte sur le calcul différentiel. Donc voilà, donc là on arrive à Newton, donc effectivement Newton qui était connu comme étant le lion parce que il était très 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 fort dans son domaine. Il a eu une enfance un peu difficile avec sa mère qu'il a un peu abandonné. Il est né après la mort de son père, donc c'est un enfant posthume qui à l'époque était considéré comme des enfants qui allaient faire de grandes choses, qui s'est révélé vrai par la suite. C'était un élève qui était insupportable, qui était très dissipé, pas du tout scolaire et dont sa mère a fini par le scolariser parce qu'il était tellement casse-pied à la maison que voilà, elle s'est dit bon, on va le mettre en pension et ce sera très bien. Et en pension, c'est un très mauvais élève jusqu'au jour où il s'est battu contre un de ses camarades. Et en se battant contre ce camarade, il l'a battu physiquement et il a eu envie de le battre aussi intellectuellement. Et du coup, il s'est mis à travailler d'arrache-pied pour être devant. Et toute sa vie, il gardera ce tempérament à considérer qu'il était meilleur que tout le monde et à faire déployer toute son énergie pour être le meilleur, quoi. Voilà, c'est pour ça que quand il faisait des communications scientifiques, etc., il n'était pas toujours très très diplomate, et donc on le connaissait dans ses publications, on faisait référence à lui à travers la griffe du lion, parce qu'effectivement il était très fort, mais il était aussi très agressif. Voilà. Et donc, ce qu'il a introduit, et qui est tout à fait essentiel, et qui est vraiment indispensable pour l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est calcul différentiel. Donc lui, pourquoi est-ce qu'il a fait ça à l'époque? Ce qui l'intéressait, c'était pas de faire de l'intelligence artificielle, même si au final, ce qu'il a fait, c'est mettre au point un modèle qui décrit le comportement du système solaire. Donc on est aussi sur de la modélisation. Donc il a défini des équations, l'équation de la gravité, etc., de mouvement, qui ont permis de décrire le comportement des astres dans le système solaire. Et pour faire ça, il a eu besoin d'outils mathématiques pour calculer la vitesse des objets qu'il observait, pour calculer la tangente, donc sur les courbes que décrivaient ces objets, c'est-à-dire pour savoir la direction dans laquelle ils se déplaçaient,
l'axe qui suivait. Il a fallu aussi qu'il soit capable de mesurer ces trajectoires-là, donc ce qu'on appelle la rectification. Et il a fallu aussi qu'il s'intéresse à des problématiques de minima et de maxima. Et ça, c'est vraiment tout à fait essentiel aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle. Comme je le disais au début, ce qu'on va essayer de faire, c'est de minimiser l'erreur du réseau de neurones. Et pour ça, on va avoir besoin de toutes les techniques qu'il a déployées. Donc nous, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on ne les applique pas à des mouvements, mais c'est exactement la même chose. On va être obligé de calculer des dérivés d'erreurs par rapport aux paramètres de nos systèmes. On va calculer des tangentes, etc. Et tout ça se fait avec les méthodes qu'il a définies à l'époque. Sachant qu'elle préexistait un peu avant, mais que c'est lui vraiment le fondateur qui a mis tout ça à plat, qui a rendu ces méthodes de calcul différentiel suffisamment génériques pour être appliquées à plein de cas différents. Et notamment la recherche des minima, donc ça c'est effectivement quelque chose qui est essentiel. Là, ce qu'on voit sur le petit gif animé, c'est la méthode de Newton, qui est une méthode qui permet de trouver la racine d'une équation, c'est-à-dire en fait de trouver l'intersection de la courbe de cette équation, qui représente cette équation, avec l'axe des abscisses, donc l'endroit où elle est égale à 0. Et voilà, et ça, c'est cet algorithme-là, ou les algorithmes qui s'en inspirent de type descente du gradient, etc., c'est employé systématiquement partout en intelligence artificielle. On définit une fonction qu'on essaye de minimiser, dont on veut optimiser le résultat. Ça peut être une fonction de perte pour les réseaux de neurones, ça peut être des objectifs financiers, peu importe, mais systématiquement, on va calculer, différencier nos fonctions, descendre le long des gradients, utiliser les gradients des jacobiennes sur la dimension dans laquelle on est, et converger vers le maxima ou le minima qui nous intéresse. Et voilà, donc là, c'est vraiment le moment un peu charnière. Avant lui, c'était pas possible de faire ce qu'on fait actuellement, mais à partir de lui, rien n'empêchait de faire tout ce qu'on fait actuellement en intelligence artificielle, ou moins d'un point de vue conceptuel et mathématique. Il n'y a pas grand-chose de neuf depuis. Je remonte quand même un tout petit peu dans le temps pour aller jusqu'au baron de Napier, qui est un de mes favoris. Son père était d'ailleurs directeur de la Monnaie. Ce qui est amusant, c'est que c'est finalement le poste qu'a eu aussi Newton, qui était aussi directeur de la Monnaie en Angleterre. Le père de Napier, lui, était directeur de la Monnaie, mais en Écosse. Et du coup, c'était une activité pour laquelle il fallait savoir compter, évidemment. Et c'était plutôt une sinécure, mais évidemment Newton, qui était plutôt quelqu'un de très strict, l'a pris très au sérieux et notamment a mené un peu un combat, une guerre contre les faux monnayeurs, qui étaient assez monnaie courante à Londres. Voilà, mais bon, revenons à Napier. Du coup, lui, son père était dans directeur de la Monnaie, donc il a vu toute son enfance se battre à faire des calculs, etc., s'assurer que tout était bon. Et du coup, ça lui a donné l'envie d'aider, d'améliorer le calcul. Donc à l'époque, il faut savoir que ce qui se passait pour les calculs, on faisait appel en fait à des bouliers, ou ce qu'ils appelaient des abaques. Donc c'est ce qu'on voit un petit peu quand on était enfant dans les écoles primaires, ou ce qu'utilisent les Japonais pour déplacer des petites boules et puis sommer assez facilement des nombres qui peuvent être très grands. Le problème de cette méthode-là, c'est que ça ne marche pas pour les multiplications. C'est fastidieux. En fait, pour faire une multiplication, il faut faire n fois l'addition. Donc le baron de Napier a essayé, John Napier a essayé de faire mieux que ça, et c'est donc lui qui a inventé en fait les tables de logarithmes. L'idée du logarithme, en fait, c'était une idée assez géniale qu'il a eue, qui était très très novatrice, de transformer les multiplications en addition. Et c'est ce qui se passe quand on prend le logarithme d'un produit, ça devient la somme des logarithmes. Et du coup, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a précalculé. Donc ça, c'était un travail très fastidieux. L'étape de logarithme pour 5400 nombres, mais sachant pour calculer ces 5400 nombres, en fait, il a fallu qu'il considère 80 millions de possibilités. Donc il a mis en place des algorithmes assez malins pour pouvoir faire ça de manière rapide et avec les moyens qu'il avait à l'époque. Et c'est des choses qui ont été utilisées très longtemps, et encore jusque dans les années 70, avant que la calculatrice n'arrive. C'était beaucoup les ingénieurs avaient tous sur leur table soit des abaques avec des logarithmes, soit des règles à calcul qui sont basées sur ce principe-là. Mais il n'a pas fait que ça. Il a travaillé aussi sur quelque chose qui est très intéressant. C'est ce qu'il appelait, c'est ce qu'on a appelé après coup les bâtons de Napier.
Et en fait, ce sont des petits objets sur lesquels on retrouve les tables de multiplication et qui permettent de faire de manière un peu mécanique très facilement des multiplications finalement en faisant plus que des sommes à la fin. Et ça, c'était une première tentative qu'il a fait dans l'automatisation des calculs qui était assez intéressante. Il est allé un peu plus loin avec ce qu'on appelle le promptuaire. Donc ça reprend un peu le même principe, il y a un mécanisme de cache qu'on fait déplacer devant les bâtons de Napier et qui permet encore plus facilement de faire les calculs. Mais ça permet, c'était pas encore tout à fait ce qu'il voulait, parce que lui, ce qu'il voulait, c'était le mécanisme du boulier, c'est-à-dire qu'on déplace des petites billes et puis qu'on arrive au résultat de sa multiplication simplement en manipulant des billes et sans avoir besoin d'avoir des compétences finalement en calcul pour proprement parler. Et c'est là qu'il a finalement inventé le truc que je trouve le plus intéressant, c'est en fait un abaque qu'on va représenter là, donc il y a en fait une grille qui ressemble à une grille d'échecs, et c'est là l'innovation où il avait un demi-millénaire d'avance sur tout le monde, c'est qu'il a décidé de le faire en binaire. Et du coup, il a montré qu'avec une abaque de ce type-là, où on place sur les lignes et les colonnes à l'intersection des produits, de la décomposition en binaire des nombres qu'on veut multiplier, des petites billes, et en le faisant coulisser suivant les diagonales, après on n'a plus qu'à compter dans les diagonales à la base le nombre de billes qu'on a, les multiplier par la valeur de chaque cellule, et on a automatiquement le résultat de la multiplication sans avoir fait de calcul. Et ça marche très très bien. Et finalement, c'est ce qu'on utilise dans les ordinateurs actuellement. Et lui, il a inventé ça en 1500 et les briquettes, quoi. Et ça, bon, après, c'était tellement novateur que c'est tombé dans l'oubli et personne ne l'a appliqué pendant 500 ans. Et c'est exactement ce qui se passe dans un ordinateur, quoi. Donc ça, c'est vraiment... C'est en ça que le baron Napier est très important dans le domaine de l'intelligence artificielle, parce que c'est un précurseur finalement du calcul informatique, et aussi à travers le logarithme, qui est une fonction, c'est pareil, comme l'exponentielle qu'on retrouve un peu partout dans la data science, quoi. Donc voilà, hop, je m'arrête là pour la partie un peu historique. Du coup, la question, c'est effectivement qu'aurait pu faire Newton. Effectivement, à l'époque de Newton, en 1700, finalement, tous les outils intellectuels dont on dispose actuellement, tous les outils mathématiques, étaient là pour faire de l'intelligence artificielle et faire ce qu'on fait. Et d'ailleurs, ce qu'a fait Newton, ce qu'a fait Gauss après, c'est très très proche de ce qu'on fait nous. La seule différence, c'est qu'ils n'avaient pas d'ordinateur à leur disposition et qu'ils se sont amusés à faire les calculs à la main. Mais sinon, c'était essentiellement ce qu'on fait au quotidien en data science, c'est vraiment ce qu'a fait Newton, c'est-à-dire différencier les problèmes. C'est-à-dire que dès qu'on a des problèmes qui sont non linéaires, finalement, on se ramène dans le cas qu'on sait traiter, c'est le cas linéaire. Donc, ça revient à linéariser les fonctions, ce qui veut dire les différencier. Et puis, on les résout comme ça, et de manière itérative, on converge vers la bonne solution. Donc, rien de neuf. Et du coup, une fois qu'on a démystifié un petit peu l'intelligence artificielle, comme on vient de le faire, et qu'on voit que finalement tout se résume à faire finalement des additions, des multiplications, et qu'il n'y a rien de vraiment intelligent là-dedans, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'effet IA, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris, on ne voit pas où est la part d'intelligence là-dedans. Effectivement, on peut se poser cette question de savoir quand est-ce qu'on aura une vraie IA. Et finalement, entre intelligence, il y a un parallèle à faire entre l'intelligence et la vie. C'est que à partir du moment où on comprend l'intelligence, on considère qu'elle est plus intelligente. Et c'est un peu la même chose avec la vie, où là par exemple avec le virus qu'on a, le virus du Covid, où quand on regarde les mécanismes de propagation du virus, la façon dont en fait d'un point de vue, sur le virus, on arrive à descendre jusqu'au niveau moléculaire, finalement, c'est purement de la mécanique. Et d'ailleurs, on considère que les virus ne sont pas des êtres vivants. Mais ça peut aussi, cette approche, se généraliser au niveau de l'ADN, où finalement, c'est une sorte de fermeture éclair qui vient mécaniquement s'ouvrir et se découper, etc. Et plus on comprend les mécanismes de la vie, plus finalement, on se demande si ce n'est pas juste de la physique. Sauf que sur la vie, la complexité est telle qu'on ne comprend pas encore tout. Et du coup, la vie, ça nous paraît encore quelque chose d'un peu magique. Donc, pour en revenir à l'intelligence artificielle, quand est-ce qu'on aura une vraie intelligence artificielle? C'est le jour où on ne la comprendra plus. C'est-à-dire qu'on ne sera pas capable d'apprécier, de démonter, comme on vient de le faire, les mécanismes sous-jacents et de voir ce qui la rend intelligente, quoi. Et ça, peut-être que ça arrivera justement avec l'ordinateur quantique, ou peut-être que là, ça finira par dépasser un peu nos capacités de compréhension, et on y verra une réelle forme d'intelligence, mais peut-être que ce sera juste la limite de notre propre intelligence. Voilà.
j'en termine ici et j'en profite pour remercier nos sponsors, sans qui la conférence n'aurait pas été possible. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Et vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Tout à fait passionnante, que cette remontée dans le temps est une bonne idée de partir d'aujourd'hui pour remonter. C'est plus original. Donc, merci encore pour cette présentation très pédagogique et passionnée. Je ne constate pas sur la plateforme de questions. Ok. Il nous reste 5-6 minutes. Est-ce que vous voulez apporter une précision? Est-ce que vous voulez, Non, je pense que c'est bon. Il me semble que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. J'étais peut-être un peu plus rapide que prévu. Mais... Ouais. Alors, j'ai une intervention de Sophie von Welscapelle qui nous dit qu'elle n'a pas de questions, mais que c'était très chouette. Ah, voilà. Merci, ça fait plaisir. C'était amusant aussi à préparer. Oui, j'imagine. L'histoire des mathématiciens, parfois, est riche de rebondissements. Ouais. Oui, puis ce qui est intéressant, effectivement, c'est aussi la vie personnelle. Bon, là, j'ai pas eu le temps d'en dire beaucoup, mais quand on rentre dans la biographie de chacun, effectivement, puis des rivalités entre les uns et les autres, ou même les rivalités entre le continent et l'Angleterre, etc., Ouais. c'est assez passionnant, quoi. Et Oui, effectivement, plus on remonte comme ça et plus on connaît leur vie, plus on se rend compte qu'on est plus évolué que ces époques-là, mais le delta est pas énorme, hein. C'est plus une différence de degré qu'une différence de nature, quoi. On est assez proche, quoi. Oui, c'est intéressant. Alors, par contre, vous n'avez pas évoqué Turing, mais oui, c'est vrai. Peut-être parce qu'il est trop connu. Oui, j'ai pensé à l'inclure, mais c'est vrai que il fallait faire un choix. Et bon, voilà, j'ai préféré effectivement peut-être des personnes qui étaient un peu moins connues que lui. Et puis je voulais aussi effectivement avoir un pourcentage de femmes un peu représentatif. Je suis presque à 50%. Donc voilà, puis le temps était un peu court. D'accord. Mais... Alors, quelques remarques quand même. Guillaume Lenoé, bienvenue, qui vous remercie pour cette présentation. Et puis, Hugo Rayet qui nous dit que c'était très sympathique, en effet. Alors, il voudrait préciser qu'on connaîtrait plus Ada Byron plutôt sous le nom d'Ada Lovelace. Lovelace, ouais, effectivement, c'était son nom de... Ouais. Oui, c'est vrai, son nom de femme mariée. Ada Byron, c'était... Tout à fait. D'accord. Et puis, une remarque aussi de Guillaume Lenoé, bienvenue, qui vous a déjà remercié pour cette présentation et qui vous demande si vous aviez une idée de pourquoi la proportion de femmes informaticiennes a diminué dans les années 70. Moi aussi, j'étais un peu surpris de voir ça. C'est ce que je disais. Enfin, souvent, c'est décrit effectivement comme un phénomène culturel où on retrouve dans les films la figure du geek qui est un homme et du coup, les femmes qui après voyaient ces films, etc. Dans l'imaginaire, comment dire, commun. Du coup, les femmes se projetaient plus dans ces postes-là parce que elles voyaient dans les médias que c'était des postes souvent représentés par un geek. Alors qu'en fait, c'était pas vrai. Et ça nous viendrait du monde du cinéma. Moi, je ne sais pas si c'est le seul facteur, mais c'est souvent celui qui est cité. Mais c'est vrai que c'est en train de changer parce que justement, nous chez Vertigo, on fait attention à recruter, d'avoir une parité aussi dans les équipes techniques, et on a de plus en plus de candidates femmes qui travaillent sur ces sujets d'intelligence artificielle, de data science, de traitement du langage, etc., quoi. Donc je pense que la tendance est un peu en train de s'inverser, quoi. Et je pense que c'est pareil dans les écoles d'ingénieurs, etc. Les proportions sont un peu en train de remonter. Oui, très bien. C'est une bonne nouvelle. J'ai oublié le nom de cette actrice américaine connue qui a inventé le Bluetooth, qui était une grande physicienne aussi. Oui. Je l'avais vu aussi, effectivement. Je ne l'ai pas ajouté, mais je ne me rappelle plus de son... Mais effectivement. Et en tous les cas, merci encore. C'est vrai que j'aurais bien aimé apprendre les mathématiques et les logarithmes avec vous, parce que c'est vraiment intéressant de replacer ça dans son contexte et puis de raconter la petite histoire liée à la grande.
Ouais, c'est ça. Une autre question qui arrive, croyez-vous dans la possibilité à moyen terme d'une vraie intelligence internationale, une vraie intelligence artificielle et le concept de singularité? Ouais, bah, effectivement, je connais ça. Alors, c'est un peu mon ancien PDG, à chaque fois qu'il allait dans la Silicon Valley pour le business, il revenait en se disant, ah, ça y est, c'est pour demain, là, c'est la singularité, on va avoir enfin une intelligence artificielle qui va dépasser l'humain, etc. Et puis, quelques jours après, il se remettait à coder et puis il disait, non, mais en fait, on n'y est pas du tout là. Donc je suis un peu de son avis, c'est-à-dire que ouais, moi j'y crois pas non plus. Enfin, en tant que développeur et contributeur sur ces technologies d'intelligence artificielle, le fait de voir l'envers du décor, pour l'instant, je vois pas s'esquisser à l'horizon de choses réellement intelligentes. Enfin, il faudrait vraiment une rupture scientifique. Alors peut-être que ça va être l'ordinateur quantique qui va l'apporter, mais en tout cas, en l'état de mon vivant, je pense pas que je verrai une intelligence artificielle qui dépasse l'homme, quoi. Et plus particulièrement sur le concept de singularité? Bah, la singularité, c'est le moment où effectivement la machine devient plus intelligente que l'homme et surtout Ah est oui. capable elle-même de se faire progresser. Du coup, elle peut progresser sans l'homme et là, ça s'accélère parce qu'elle devient tellement puissante, tellement intelligente qu'elle elle s'auto-forme, elle s'auto-adapte et elle devient exponentiellement plus intelligente. C'est le moment de la singularité. C'est prévu pour les années 2050, mais c'est dans pas longtemps. D'accord. Donc, nous étions environ une trentaine à suivre votre conférence, ce qui est très bien. Et puis, donc, parmi les personnes qui les ont suivies, donc, nous avons une personne qui a trouvé le nom de cette fameuse actrice scientifique qui est à l'origine du Bluetooth, c'est Hedy Lamarr. Oui, effectivement. Voilà. Très bien. Et bien, sur ce, je me permets de clôturer cette matinée de conférence avec vous. Parfait. Et puis, je vous dis, je renouvelle mes remerciements et vous dis Merci à vous. à l'an prochain. Merci. Voilà. Bon appétit. Au revoir. Au revoir.